Donc on va voir d'abord les différentes écologies. Donc quand je dis les différentes écologies, pour être plus précis, c'est les différentes écologies qui répondent à la question de qui il faut considérer. Parce qu'en fait, des courants d'écologie, il y en a des tas. Il y en a plein que je ne vais pas traiter ici parce qu'ils ne répondent pas à la question qu'on va voir ici, qui est donc qui est-ce qu'il faut considérer moralement. Donc là, on va voir celle qui se préoccupe de cette question. Ensuite, on va voir différents concepts qui sont un peu flous et qui peuvent un peu parasiter notre raisonnement et nous amener du coup à avoir une vision de l'écologie qui me semble problématique. On va avoir aussi des raisonnements qui sont souvent utilisés et qui sont en fait fallacieux ou illogiques et qui peuvent nous conduire à adhérer à des visions de l'écologie auxquelles je pense qu'on n'adhérerait pas si on avait des raisonnements davantage logiques. Et après, bon, on verra les implications pratiques que ça a. Qu'est-ce que ça a comme conséquence que d'adhérer à l'écologie scientiste que je vais défendre et de ne pas tomber dans les écueils que je vais critiquer. Alors, pour commencer les définitions, donc l'écologie, qu'est-ce que c'est? Alors, l'écologie à la base, le terme, c'est d'abord une science. Avant de parler de politique ou d'éthique, c'est une science qui étudie, donc, alors je fais une définition très courte, hein, mais qui étudie les interactions entre les êtres vivants et leur environnement. Donc, quand on est sur le plan du scientifique, on est juste à décrire les choses, ça ne nous dit pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire. Et du coup, on peut différencier donc ça de l'écologisme ou l'écologie politique, qui est donc tout cet ensemble de valeurs qui vise à dire, bon, oui, oui, il faudrait protéger l'environnement ou préserver l'environnement, même si souvent on utilise le terme écologie de manière assez large, ou quand on parle de politique, quand on parle de changer, de protéger l'environnement, souvent on utilise le terme écologie, même si voilà, si on voulait être plus précis, on pourrait utiliser le terme écologisme ou écologie politique. Là où c'est vraiment important de dissocier ces termes, ça va être un peu pompeux, mais en tout cas c'est des notions importantes en philo, c'est la différence entre le descriptif et le normatif. Donc quand on est sur le plan scientifique, on est vraiment sur du descriptif, on décrit les choses, ça ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Par exemple, si je dis voilà comment fonctionne le réchauffement climatique, voilà quelles conséquences il a, ça ne dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ça ne dit pas est-ce que c'est un problème, est-ce qu'il faut lutter contre. Voilà, à partir du moment où on dit bah, le changement climatique, on considère que c'est un problème, donc on va lutter contre, là on est sur du normatif, c'est-à-dire que là on parle d'éthique ou de politique, et on est déjà sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et il faut vraiment distinguer ça. Du coup, les différentes écologies. Alors je vais commencer avec donc l'écologie anthropocentrée, qui vise donc à défendre les êtres humains. Donc par exemple, voilà, si je reprends mon exemple du réchauffement climatique, je vais prendre souvent peut-être cet exemple vu que c'est un des problèmes le plus médiatisé et le plus majeur. Dans une écologie anthropocentrée, on va dire bah, effectivement le réchauffement climatique c'est un problème, on va lutter contre. Mais pourquoi c'est un problème? Bah, parce que ça va nuire aux conditions d'habilité de la planète pour les humains, ça va peut-être faire qu'il y ait moins de production agricole, tout un tas de problèmes qui vont nuire à des individus humains. Et donc on est contre ça. Bon, le problème de cet anthropocentrisme, évidemment, c'est le spécisme. Pourquoi ça serait juste les humains qui comptent? Il n'y a pas de justification éthique à ça. Et donc, il y a évidemment depuis longtemps pas mal de courants en écologie qui s'opposent à cette idée et qui vont proposer des écologies décentrées de l'humain. Alors en théorie, parce que donc des écologies antispécistes qui rejettent ce suprémacisme humain où il n'y aurait que les humains qui comptent. Voilà, donc l'antispécisme qui va dire bah, on va rejeter le spécisme, donc la discrimination sur le critère d'espèce. Alors, en théorie, les écologies qu'on va voir par la suite, elles sont censées se décentrer de l'humain, elles sont théoriquement censées être antispécistes. En pratique, non. Voilà, en pratique, voilà, beaucoup de visions de l'écologie qui ne sont pas anthropocentrées conservent quand même beaucoup de postulats et de biais spécistes qui posent problème. Je vous invite par exemple à la conférence qu'avait fait Victor Durand-Lepeuch sur une écologie réellement antispéciste, qui montre que voilà, même dans d'autres mouvements écologiques, le spécisme est encore très présent, quoi. Voilà. Ensuite, il y a l'écologie écocentrée. Donc là, voilà, on se décentre de l'humain, on veut aller plus loin. Du coup, on se dit, bon, ben, on va aller défendre la nature en général. On va défendre, par exemple, les écosystèmes, la biodiversité, une harmonie de la nature. Et l'écologie écocentrée, donc, elle va donner une valeur intrinsèque. Donc, quand on dit une valeur intrinsèque, c'est quelque chose qui compte en soi. Une valeur intrinsèque aux écosystèmes, aux espèces menacées, par exemple. Et en fait, cette valeur, elle va dépasser la somme du bien-être des individus qui la composent. Et là où ça pose problème, c'est que du coup, en fait, la valeur des individus qui composent le système va être réduite en fait juste au rôle de son espèce. Voilà, c'est-à-dire que l'individu compte plus vraiment pour lui-même, ou alors des fois, ça dépend des auteurs, mais il y en a qui vont dire il compte, mais il compte quand même moins que ce grand tout. Et ce grand tout qui est un peu problématique parce que la nature, en fait, c'est quoi la nature? C'est quoi la biodiversité? En fait, on parle d'entités abstraites et en fait, ça fait pas trop sens. On peut pas nuire à la nature. C'est pas quelqu'un la nature. Donc c'est un peu étrange ça, cette idée, comme si on pouvait nuire aux écosystèmes. Il y a aussi des anthropomorphisations. Des fois, quand on parle par exemple de mère nature ou de Gaïa, on donne une espèce de personnalisation de la nature ou de la terre qui paraît un peu étrange parce que bah, la terre, c'est pas quelqu'un. Le problème du réchauffement climatique, c'est pas la terre, elle s'en moque. C'est peut-être les individus qui habitent dessus qui vont en pâtir.
Et du coup, il y a une négation des intérêts des individus. Et donc, c'est en ce sens-là qu'elle est problématique, cette écologique, c'est qu'au final, ça part d'une bonne intention, mais on va en venir à nuire aux individus, puisqu'en fait, on est dans une écologie qui ne prend pas en compte les individus, quoi. Et du coup, en réponse à ça, il y a d'autres visions de l'écologie qui sont davantage centrées sur les individus. Donc il y a par exemple l'écologie biocentrée, donc qui est défendre les êtres vivants. Donc ça paraît logique, on se dit, bon ben, effectivement, tous les êtres vivants peuvent compter, donc on va les défendre. Mais un problème à ça, c'est qu'il y a certains êtres vivants qui n'ont pas de ressenti, ils sont indifférents à ce qui leur arrive. C'est-à-dire que par exemple, une bactérie, est-ce qu'elle est affectée par ce qui lui arrive? Ben, a priori peut-être pas. Et en fait, on peut se dire, mais quelle est la différence entre l'inerte et le vivant? Quand je dis quelle est la différence, c'est vraiment quelle est la différence qui ferait que, à partir de quand, tout cet ensemble, nous-mêmes, cet ensemble d'atomes qu'on est, à partir de quand il y a quelque chose vraiment de fondamentalement différent, surtout qu'à partir de quand quelque chose est vivant, et en fait, le vivant en biologie, c'est pas hyper clair, on n'a pas de très bonne définition du vivant. Et par exemple, les virus, est-ce que c'est vivant? Bon, dans les classifications actuelles en biologie, ça l'est pas, mais est-ce qu'on pourrait se dire, c'est-à-dire que s'ils sont pas classés comme vivants, les virus, ils comptent pas, mais si on les classait comme vivants, ils compteraient. Mais concrètement, dans leur structure physiologique, qu'est-ce qui fait qu'ils devraient compter? Si c'est juste le fait qu'on les catégorise comme vivants, ben, c'est pas forcément très convaincant. Et donc, le parti pris que moi que je vais prendre ici, en tout cas, c'est de défendre une écologie sentientiste qui va dire, en fait, il faut se centrer sur les individus sentients. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui sont vivants, mais qui n'ont pas de ressenti. Et donc, pour parler d'écologie sentientiste ou sentiocentrée, donc je vais forcément définir la sentience. Donc là, pour ceux qui étaient là ce matin, vous avez peut-être déjà vu la conférence du projet Médus, du coup, avec Roxane et Clémence sur la sentience. Donc, il y aura peut-être quelques redites ou rappels. Voilà, donc la sentience, c'est la capacité à ressentir des expériences, que ce soit des expériences positives ou négatives, ce qui fait que on peut être affecté par ce qui nous arrive, en bien ou en mal. Donc la sentience, ça peut être donc tout simplement le fait d'avoir des émotions. Donc les ressentis positifs, ça peut être tout ce qui est joie, et ressentis négatifs, ça va être tout simplement tout ce qui est souffrance ou douleur. Voilà. Et donc le sentientisme, donc d'où l'écologie sentientiste ou sentiocentrée, c'est la défense de juste les individus sentients, donc juste les individus à qui on peut nuire. Ça ne veut pas dire que les autres êtres vivants, ça ne veut pas dire qu'on s'en moque, c'est juste qu'on ne peut pas leur nuire en fait. Tout comme un caillou, c'est pas qu'on s'en moque du caillou, c'est juste que on peut pas lui faire grand chose. Idem une plante, c'est pas qu'on lui veut du mal, c'est juste qu'on peut pas lui faire du mal, donc moralement, on va pas la prendre en compte. Ça c'est important aussi, c'est que dans l'écologie sentiocentrée, les conséquences environnementales, par exemple la dégradation de l'environnement, elles sont évidemment problématiques, mais elles sont pas problématiques en soi. C'est-à-dire que si on dégrade par exemple une forêt, c'est un problème, mais pour les individus qui l'habitent. C'est pas la forêt en elle-même, c'est pas une personne à qui on nuit, quoi. Voilà, donc là, c'est un truc important à faire, c'est la différence. Désolé pour les mots pompeux en philo encore, mais la valeur intrinsèque et la valeur extrinsèque ou instrumentale. C'est-à-dire que par exemple, les intérêts des individus sentients, ils ont une valeur intrinsèque. C'est-à-dire que vous, si vous souffrez, c'est intrinsèquement problématique. C'est un problème en soi. C'est pas un problème parce qu'il y a autre chose derrière. Non, si vous souffrez, c'est mal pour vous en soi. Alors que quelque chose peut avoir la valeur instrumentale. Par exemple, si vous mangez pas très sainement, par exemple, c'est pas forcément un problème en soi, mais c'est peut-être un problème indirect parce que ça peut causer des problèmes. Pour revenir à l'écologie, si on pollue un lac, c'est pas un problème intrinsèque dans le sens où le lac, il s'en moque, hein, on n'en fait pas du mal au lac. Par contre, si on le pollue, tous les poissons qui sont dedans, tous les autres individus qui vont peut-être être, je sais pas, manger des aliments pollués à cause de ça, eux, ils vont en pâtir. Donc effectivement, c'est un problème de polluer un lac, mais c'est pas un problème pour le lac. Ouais. Est-ce que tout ça c'est clair? Ouais. Dites-le s'il y a des choses qui sont pas claires. Voilà, sur des fois, c'est des mots qui sont un peu nouveaux, j'imagine. Alors la sentience, c'est un critère suffisant et nécessaire. Je vais détailler ça, c'est qu'en fait c'est un critère suffisant, c'est-à-dire que à partir du moment où un être est sentient, ça suffit pour qu'il compte moralement. Il n'y a pas besoin qu'il soit quelque chose de plus, il n'y a pas besoin qu'il soit intelligent, il n'y a pas besoin qu'autre chose. Il est sentient, ça suffit à ce qu'il compte. Et c'est un critère nécessaire parce qu'il n'y a que les êtres sentients qui comptent, a priori. C'est-à-dire qu'un être qui n'est pas sentient, a priori on ne peut pas lui faire du mal, donc il n'y a pas de raison que ça change quelque chose moralement, quoi. Un petit récapitulatif, donc l'écologie anthropocentrée qui défend les êtres humains, l'écologie écocentrée qui défend plutôt les écosystèmes, la nature, la biodiversité, le biocentrisme qui défend les êtres vivants et le sentientisme qui défend les êtres sentients. Alors là, c'est ma partie sur les concepts flous parce que je pense qu'il y a plusieurs concepts un peu vagues qui peuvent entraîner une certaine confusion dans nos raisonnements et qui peuvent nous amener à adhérer à des visions de l'écologie que j'ai critiquées. Donc des concepts flous, par exemple la vie. Donc ça je l'ai dit, en biologie, on n'a pas de bonne définition de la vie. C'est quoi la vie? Alors, c'est pas parce que c'est flou que ça veut pas dire que ça compte moralement. Quelque chose pourrait être flou et ça pourrait être pertinent, mais en tout cas, ça donne quand même une idée que, en fait, on utilise des fois au quotidien des mots qui sont pas forcément si clairs et c'est juste, ça nous paraît intuitif. On a une vague idée de ce que c'est, mais en fait, on n'a pas quelque chose de vraiment précis et surtout, on n'a pas quelque chose de précis qui nous dirait, mais pourquoi ce critère-là serait pertinent moralement?
Et la vie, typiquement, je pense on peut vous faire un petit test. Est-ce que vous savez combien il y a de règnes du vivant, par exemple? Et je suis sûr que souvent on les connaît pas, on les a pas en tête. Est-ce que vous les citez les différents règnes du vivant? J'aime bien ce petit test. Comment? Il y en a 7, effectivement, bien vu. Est-ce que vous voulez tenter de les avoir, les 7? Les animaux, oui, oui, c'est un règne du vivant. Ouais, les végétaux, oui. Les champignons, oui, le fungi. Les protozoaires. Eh oui, ceux-là, ils sont pas connus, mais il y a les protozoaires, c'est un règne du vivant à part entière. Ouais. Les Alors, les blobs, c'est des protozoaires. Ouais. Alors, si, un indice, il y en a où on en a partout dans le corps. Des bactéries, voilà. Voilà. Il y a aussi des choses qu'on appelle les archées, qu'on appelait avant archéobactéries. Et encore un autre que personne connaît, c'est les chromistes. Alors je fais le malin, moi non plus, j'ai toujours pas compris ce que c'était tout ça. Mais c'est pour vous dire que voilà, quand on parle de la vie, on parle de choses en fait souvent on sait même pas ce que c'est. Souvent si on demande aux gens, les gens évidemment ils ont végétal, animal en tête. Déjà rien que le fait que les champignons soient pas des végétaux, je pense qu'il y a pas forcément tout le monde qui le sait. Et en fait voilà, la vie, donc c'est quelque chose de un peu vague et ce qui veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser en biologie. Les biologistes sont le premiers à le dire que on n'a pas de bonne définition. Ça veut pas dire qu'on peut pas étudier le vivant, même c'est pas toujours grave de pas avoir une définition précise pour étudier un truc. Ensuite, les espèces. Alors les espèces aussi, on peut avoir l'idée que c'est très clair ce que c'est des espèces, mais en fait, là non plus, en biologie, c'est pas très clair, c'est plus une catégorisation un peu arbitraire. Donc je vais pas forcément développer parce que c'est le sujet de la prochaine conférence aussi que fera Lila de réfuter. Mais voilà, en tout cas, les espèces, ça renvoie pas à une catégorie très précise qui existe réellement. Et en plus, surtout, il n'y a pas d'argument qui pourrait mettre à dire que ça a une réalité qui aurait une implication moralement, quoi. Et le pire de tous, c'est la nature. C'est quoi la nature? Moi, je n'ai toujours pas compris ce que c'est la nature, parce que d'une conversation à l'autre, suivant l'usage, c'est un mot qui renvoie à plein de choses différentes. Et donc, si on veut avoir des raisonnements vraiment logiques, eh ben, c'est très compliqué quand on a des mots où on ne sait pas ce que ça veut dire, forcément. Donc, quand on parle de nature, par exemple, est-ce qu'on parle de la nature humaine? Des fois, ça peut être utilisé dans ce sens. On parle de notre nature profonde, quelque chose d'un peu essentialiste, bon, voilà. Mais ça peut être aussi, par exemple, aller faire une balade en nature, voilà, la forêt, la faune sauvage. Ça peut être aussi la nature en opposition à tout ce qui est humain, à la culture. Bon, dans ce cas-là, on est très loin de l'idée de nature humaine, parce que ce qui est humain, c'est nature ou c'est pas nature? Bon, je sais pas, mais c'est vague. Je pense que quand on veut raisonner de manière vraiment rigoureuse, je pense que le terme de nature, soit on arrive à trouver une bonne définition, soit je pense qu'il vaut mieux mettre de côté ce genre de mots qui sont plus confusants qu'autre chose. Je vous renvoie par exemple, il y a Nicolas Martin qui a fait une très bonne conférence sur ce concept de nature, en allant beaucoup plus loin que ce que je viens de faire rapidement. Voilà, il montrait à quel point ce mot il est très fourre-tout, très flou et fourre-tout. Un autre problème avec ce mot de nature, c'est qu'il est souvent utilisé donc pour dire que ce qui est naturel, ça serait bien. Alors c'est un terme qu'on appelle l'appel à la nature, c'est un argument fallacieux qui est utilisé dans tout un tas de domaines. Ça peut être utilisé en santé. On va penser que ce qui est naturel, c'est bon pour la santé. Bon, en vrai, il y a plein de trucs toxiques naturels, hein, genre je sais pas si vous mangez une amanite phalloïde, oui c'est naturel, bon ça n'est pas forcément une bonne idée. En écologie aussi, d'un point de vue vraiment descriptif, on peut se dire ce qui est naturel, ça va moins dégrader l'environnement, pas forcément, il peut y avoir des trucs complètement désastreux, et il peut y avoir un truc aussi à l'inverse, des choses totalement artificielles qui ne soient pas problématiques. Et on a souvent en tête cette dichotomie, bon, on a beaucoup de pubs, le marketing joue beaucoup là-dessus, avec les ingrédients ont 100% d'origine naturelle. Peut-être que c'est mieux des fois, mais pas forcément en fait. Je dis pas que ce qui est naturel c'est pas bien, c'est juste que ce n'est pas un critère. Des fois il y a des trucs naturels, encore faudrait se mettre d'accord sur ce que c'est, mais en tout cas l'ingrédient on va dire naturel, si ça se trouve il est très bien, mais peut-être pas en fait. Si on veut savoir ce qui est sain d'un point de vue santé ou ce qui est bien d'un point de vue environnemental, le nature c'est juste un critère pas très intéressant. Et aussi là où l'appel à la nature il est très commun, c'est aussi en éthique. Donc on va se dire si c'est naturel, bon, c'est bien alors. En fait, il y a plein de comportements qui existent dans la nature qui ne sont pas forcément souhaitables. Il y a plein d'horreurs dans la nature, il y a plein de violences. Alors, j'utilise encore le mot nature, en vrai, je le critique, mais à la fois, je trouve que c'est pas forcément facile de s'en détacher. Donc, excusez-moi si j'ai l'air contradictoire à utiliser le mot nature après l'avoir critiqué. Voilà, on a souvent cette idée que, même en éthique, se dire, c'est naturel, tout le monde le fait, comme si mettre la moralité d'une action, au lieu de chercher, par exemple, les conséquences qu'a une action, bon, on va voir, est-ce qu'elle est présente dans la nature, ce qui ne nous dit pas grand-chose. Ce qui peut rejoindre un autre sophisme. Alors déjà, ça va être un peu complexe. C'est pas grave si vous n'avez pas la nuance, là, c'est vraiment du détail. Mais il y a un sophisme qu'on appelle le paralogisme naturaliste, qui n'est pas tout à fait l'appel à la nature, même si ça peut y ressembler. Tout à l'heure, j'ai expliqué la différence entre le descriptif et le prescriptif, enfin le normatif. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un saut de l'un à l'autre, il existe des choses, c'est purement factuel, du coup, il faut faire quelque chose. Et bien, c'est ce qu'on appelle le paralogisme naturaliste. En fait, c'est peut-être que vous connaissez le terme de la loi de Hume, la guillotine de Hume. Alors, la différence de l'appel à la nature, c'est que l'appel à la nature, c'est une prémisse fausse. C'est-à-dire que c'est juste faux que ce qui est naturel est bien.
Mais si c'était vrai, le raisonnement derrière de dire il faudrait faire ce qui est naturel, ça serait pas illogique. C'est une prémisse fausse. Alors que le paralogisme naturaliste, c'est vraiment une erreur de raisonnement. C'est qu'on saute de quelque chose de descriptif à quelque chose de normatif. Ensuite, il y a donc des raisonnements illogiques qui, je pense, peuvent nous induire à adhérer aussi à des visions de l'écologie problématique. Donc il y a ce qu'on appelle le langage finaliste. Alors le langage finaliste, je vais vous donner un exemple. C'est par exemple, on va dire que le foie est fait pour éliminer les toxiques. On a cette idée que, comme si les choses étaient faites, créées, comme si elles avaient un but. Alors que, bon, a priori, il n'y a pas de but à la vie ou à la nature, il y a pas de Dieu qui aurait créé les choses. Enfin, peut-être que certains peuvent y croire, moi je n'y adhère pas en tout cas. Je ne pense pas qu'il y ait une création ou un but de la vie ou de la nature. Donc on est ce qu'on est parce qu'il y a eu des processus évolutifs. Donc on a un foie, on a tout plein d'organes qui, parce que voilà, on a un corps qui est le résultat de millions d'années d'évolution. Et donc notre corps est plutôt adapté à l'environnement. Pas parfaitement, attention, il est plutôt adapté, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas un espèce de but, voilà. Alors, l'intérêt de faire attention à ça, alors ça peut être un peu pénible quand on parle de biologie de totalement s'en passer. C'est pas forcément grave si on l'utilise, mais il faut juste avoir en tête que ça veut pas dire qu'il y a une espèce de but quoi, de la vie. Et notamment avec les espèces, ça c'est important à avoir en tête, c'est que les espèces se reproduisent, enfin les individus pardon, se reproduisent, et donc il y a cette catégorie arbitraire qu'on appelle espèce qui perdure. Mais souvent on va dire du coup c'est le but de l'espèce de se reproduire. Ou on a aussi, des fois les gens vont dire aussi que c'est le but de la vie, la reproduction. Voilà, c'est le but de faire des enfants. Bon. Et en fait, ça, c'est pas parce que les individus se reproduisent que c'est bon pour eux ou que c'est bon pour le groupe. Là, on fait un saut du descriptif au normatif. C'est le fait que les individus se reproduisent, c'est juste descriptif. C'est pas, ça pourrait ne pas être souhaitable. Peut-être que ça l'est, peut-être que ça l'est pas, mais c'est pas le fait que ça existe en soi, ça n'est pas. Et ça pose une question. Souvent, quand on parle d'écologie, la biodiversité, ça paraît vraiment le truc assez consensuel que oui, c'est bien la biodiversité. Et est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, je dis pas que qu'il faut pas préserver la biodiversité de manière générale, hein, mais je pense pas que ce soit un but en soi. Ça a une valeur extrinsèque, instrumentale, la biodiversité. C'est-à-dire que si par exemple on a une grande biodiversité en soi, qu'est-ce que ça apporte? Bon, parce que si on dit ça apporte une stabilité pour les écosystèmes et du coup, si on trouve un certain bénéfice indirect aux individus, bon ben effectivement ça peut être chouette, mais avoir en soi plein d'espèces différentes, imaginez qu'on ait 1000 individus, le fait qu'ils soient de 5 espèces ou de 7, bon, voilà, le fait que les gens puissent se reproduire ou pas, en soi, a priori, y a pas besoin ça n'a pas besoin d'être un critère. On s'en moque un peu que les gens puissent se reproduire entre eux ou pas. Et je parle de reproduction comme si c'était un critère de l'espèce. En vrai, c'est plus compliqué, mais vous verrez ça avec Lila tout à l'heure. Voilà, donc les comportements et les désirs de reproduction, c'est logique qu'ils soient sélectionnés par l'évolution. Sinon, bah, forcément, les individus qui ne cherchaient pas à se reproduire ou qui ne le faisaient pas, bah, forcément, s'ils n'ont pas fait de descendance, forcément, ça n'a pas pu trop se transmettre. Donc, c'est un peu logique que mécaniquement, les individus qui existent actuellement sont des individus qui ont tendance à vouloir ou à, en tout cas, se reproduire. Et un exemple aussi que souvent on peut faire une sorte d'amalgame entre la survie, enfin, la préservation de l'espèce et comme si c'était bon pour les individus. Mais il y a des cas où en fait, ça peut ne pas forcément être le cas. Il y a des exemples. Je ne sais pas si on prend, je crois que c'est certaines araignées qui se laissent manger par leurs petits. Est-ce que c'est vraiment bien pour elles de faire ça? Bon, en tout cas, elle l'a fait. Ou même la reproduction de manière générale, c'est quand même des fois douloureux, notamment pour les femelles. Ça peut être assez, voilà, il peut y avoir pas mal de conséquences négatives pour les individus. Peut-être on peut trouver ça souhaitable pour les générations futures ou quoi, ou en tout cas factuellement ça fait préserver l'espèce. Est-ce que c'est bon pour les individus? Pas forcément. Surtout qu'il y a, alors, suivant les espèces, on peut trouver plein d'exemples de trucs assez affreux hein, au niveau de la reproduction, même de l'accouchement ou tout plein de processus qui favorisent l'évolution. Il y a, pendant la survie, il y a plein de choses affreuses. Est-ce que c'est souhaitable pour les individus? Peut-être pas. Aussi, on a un peu une confusion qui est comme si la nuisance qu'on fait à certains individus d'une espèce, comme si ça allait nuire au groupe. En fait, on fait une espèce d'amalgame un peu mystique, étrange. Alors, c'est un peu pas évident à bien décrire, mais c'est comme s'il disait que voilà, vous êtes un groupe homogène, vous êtes voilà, le public, la Vegan Place. Comme si nuire à certains d'entre vous, c'était nuire au groupe. On fait un peu un amalgame des deux. Il y a souvent ça avec l'espèce, alors que bah, pas forcément. Par exemple, si il y a certains individus d'une espèce qui survivent ou qui disparaissent, s'ils sont isolés, ces individus, bon, bah, ça les concerne eux. Les autres individus de cette espèce, ça les concerne pas du tout. Et souvent, on va quand même avoir l'impression qu'il y a un peu une espèce de connexion entre tous ces individus qu'on a catégorisés comme étant d'une même espèce. Alors, les implications du coup de tout ce que je viens un peu de dire, par exemple sur la biodiversité, ça va être maximiser la biodiversité. C'est pas forcément quelque chose à chercher en soi. Je pense que de manière générale, là encore, je vais être précis, je pense que c'est une bonne chose en général de maximiser la biodiversité. Mais il faudrait vraiment pas avoir ça comme objectif, parce que imaginez si on avait par exemple un endroit où on avait réussi à maximiser, on avait encore plus d'espèces différentes, on a plein d'individus très différents,
Bon, on pourrait dire si ça fait une certaine résilience et tout, pourquoi pas, mais le fait d'avoir une biodiversité en soi, par exemple, si jamais on a un système avec beaucoup de diversité, mais que ce système il est atroce et qu'il y a beaucoup de souffrance, bon, est-ce qu'il est souhaitable? Peut-être pas. Je prends l'exemple des zoos. C'est souvent un argument assez récurrent dans les zoos qui vont dire oui, mais regardez, on préserve des espèces. Ben, en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, si par exemple on a deux pandas dans un zoo, qui sont isolés de tous les autres pandas de la nature, c'est pas les pandas en soi à qui ça bénéficie, c'est juste peut-être que ces individus, au mieux ces deux individus sont bien traités et c'est bien pour eux, mais ce qui est souvent c'est pas le cas, voilà. Mais on va dire dans le meilleur des cas, si on est très très charitable, voilà, on pourrait essayer d'admettre ça, mais en tout cas, l'argument de ça serait bon pour les espèces lorsqu'on préserve l'espèce. Surtout que si jamais on considère que ce qui est positif dans le fait d'avoir une diversité d'espèces, c'est parce que ça a tout plein d'interactions dans l'écosystème qui font que ça bénéficie à d'autres individus, bah, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, le fait d'avoir certains individus dans un zoo, bon, bah, c'est des individus qui sont complètement isolés du reste du système, donc ça n'apporte absolument rien. C'est-à-dire que si on veut le bien juste des individus, parce que là c'est un peu le cœur du coup de l'écologie centre-centrée, c'est que si on a plus d'individus et qui sont très heureux, très bien, mais en fait le fait qu'ils soient de telle ou telle espèce, on s'en moque un peu. C'est-à-dire que le fait qu'on fasse naître un panda très heureux, bon, c'est cool, mais en fait on aurait fait naître un chien très heureux, c'est très cool aussi. Et le fait qu'il soit d'une espèce ou d'une autre, bon, bah, ça ne change pas en fait. Ce qui compte, c'est vraiment leur ressenti en fait. C'est bon, bah, est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est pas. Mais en fait, le fait, en fait, ça c'est essentiel, c'est la personne qui ressent les choses. Ça ne change pas grand-chose sur l'importance du ressenti en soi. C'est-à-dire que la souffrance, qu'elle soit ressentie par une espèce en voie de disparition ou pas, enfin, par un individu d'une espèce, vu que c'est pas l'espèce qui souffre, ça change pas grand-chose, hein. Ça c'est ce qu'on dit souvent que évidemment que le ressenti qui soit ressenti, une douleur ressentie par un humain ou qu'elle soit ressentie par n'importe quel individu sentient, elle reste problématique. Et de la même manière, le fait qu'elle soit ressentie par tel individu d'une espèce en voie de disparition, bon, c'est pas forcément très intéressant. Et surtout, on a souvent quand même cette idée, c'est quand même très présent dans l'écologie actuelle de vraiment les espèces en voie de disparition, elles ont vraiment un statut à part. C'est vraiment, leur faire du mal, c'est vraiment inacceptable. Et pas juste, c'est vrai qu'en fait là encore, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, c'est que derrière cette idée de grand tout, de préservation de l'écosystème, qui peut des fois se justifier, hein, mais c'est que on va du coup faire passer ça au-delà des intérêts des individus. C'est-à-dire que les orang-outans, ah oui, c'est grave de faire de la déforestation là où il y a des orang-outans parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Mais il y a un peu cette idée que si on avait plein, par contre, ça va. Bon, tuer des orang-outans, si on a plein, c'est pas un problème. Mais en fait, on pourrait dire, bah, c'est un problème dans tous les cas. Genre, peut-être que c'est pas ouf pour eux qui meurent et surtout qui meurent dans des conditions problématiques pour elles. Et en fait, ils pourraient être très nombreux, ça resterait un problème. Ça veut pas dire que c'est pas encore plus problématique si on voit disparition parce qu'il y a tel ou tel facteur indirect. Mais pour les individus concernés, c'est la même chose. Genre, pour vous, si vous mourrez, on pourrait dire que c'est un problème pour vous, que vous soyez, qu'il y ait encore plein d'autres humains ou pas à côté de vous. Bon, votre souffrance, elle va pas être affectée par ça, quoi. Alors, un sujet assez touchy, c'est l'intervention dans la vie sauvage. Il y a beaucoup de gens, même dans le milieu animaliste, qui sont un peu réfractaires à ce discours. Mais si on est dans l'idée d'une écologie scientocentrée et qu'on veut le bien des individus sentients, je pense que c'est un sujet un peu incontournable. Voilà, on a l'idée souvent qu'il ne faudrait pas intervenir dans la nature. Il faudrait juste s'occuper de ce qui nous regarde. Il y a nos sociétés, on fait déjà assez de mal, on va dire, à notre échelle dans les individus qu'on exploite, ce qui est vrai. Mais en fait, il y a quand même pas mal de souffrances dans la vie sauvage et il y a quand même cette idée que c'est pas à nous de gérer ça. Faudrait pas, il y a souvent des critiques que je pense pas très légitimes qui sont de l'ordre ah, vous prenez pour Dieu à vouloir interagir dans la nature. Alors que la motivation à agir dans la nature, ça peut être juste, bah, juste il y a des individus qui souffrent, on peut juste améliorer leur bien-être. Si on peut le faire et ce qui n'est pas d'inconvénient, a priori autant le faire. Et en fait, on intervient déjà. Par exemple, je prends l'exemple là, des oiseaux. Bon, il y a beaucoup de gens qui, oui, vous avez des oiseaux sauvages qui peuvent venir chez vous. Vous allez peut-être leur donner un peu d'eau ou à manger. La plupart des gens vont pas considérer ça comme un problème. Aussi, par exemple, il y a eu des campagnes de vaccination. Il y a eu plein d'interventions en fait qui existent déjà, auxquelles les gens les trouvent pas problématiques. Enfin, ils les trouvent pas problématiques, d'autant que c'est souvent des trucs qui sont pas du tout faits pour l'intérêt des animaux. C'est surtout fait pour des buts pour les humains en fait. Par exemple, pour limiter la propagation de rage. Ou il y avait eu des vaccinations en fait sur des rhinocéros, sur des renards. Il y a eu plein de campagnes. Donc, il y a aussi des campagnes de stérilisation. Plein de choses qui ont déjà été faites dans la nature et qui ont a priori eu des conséquences plutôt positives, alors même qu'elles n'étaient pas forcément motivées par le bien des individus concernés à la base. En tout cas, un argument qui revient souvent pour dire qu'il ne faudrait pas intervenir, c'est qu'on craint des conséquences en cascade. Et ce contre-argument, en fait, il est tout à fait légitime. Effectivement, si on intervient, il y a tellement de complexité. On a un écosystème complexe avec plein de paramètres, on ne peut pas tout prévoir. Donc, c'est sûr qu'il faut être prudent. Et dans tous les auteurs qui parlent de cette question de l'intervention dans la vie sauvage, il n'y a personne de sérieux qui dit oui, oui, allons-y, on va changer toute la nature, on va tout changer. Et non, non, personne ne dit ça. Tout le monde est super prudent.
le discours là où on en est actuellement sur cette question, c'est déjà de faire passer l'idée que si on pouvait intervenir et que ce soit positif pour les individus concernés, ça serait une bonne idée. Ce qui est déjà un gros pas, vu qu'il y a pas mal de gens qui sont très réfractaires rien qu'à l'idée qu'on puisse intervenir. Donc là, on en est là, juste dire, il faudrait au moins s'y intéresser, et que les moments où on peut intervenir, où on est sûr qu'il n'y a que des bonnes conséquences, genre, imaginons, vous êtes en balade en forêt, et il y a un animal qui est en train de se noyer, bon, si vous le sortez, vous l'aidez à ne pas se noyer, bon, a priori c'est juste positif, vous l'avez empêché d'une mort très atroce, il n'y a pas eu de conséquences en cascade particulières, donc voilà, ça c'est un exemple d'intervention qui est en tout point positive. Après, c'est sûr que pour des interventions en grande échelle, bon, c'est sûr que là, c'est pas quelque chose qui est d'actualité. Il est trop tôt, ça c'est une phrase qui est vraiment répétée par les chercheurs du domaine, enfin, par ceux qui militent sur cette question. Voilà, il est vraiment trop tôt pour entamer des projets ambitieux, on n'en est vraiment pas là. Et sur cette question, il y a des mouvements du coup qui s'en préoccupent, et moi, je vous encourage du coup à ne pas négliger cette question parce qu'il y a quand même pas mal de souffrance dans la nature, donc c'est pas une question anodine. Donc il y a des mouvements qui sont le mouvement ROI, c'est WOW, donc ROI ça veut dire Reduce Wild Animal Suffering, donc réduire la souffrance d'animaux sauvages, et le WOW c'est Wild Animal Welfare, donc le bien-être des animaux sauvages. Donc c'est des courants qui émergent depuis quelques années pour prendre au sérieux cette question que pas grand monde prend au sérieux. Et une question épineuse, c'est la question de la prédation. Alors, ça va rejoindre les questions qu'on a vues tout à l'heure avec cette idée que si ça existe dans la nature, on va considérer que c'est une bonne voie, c'est normal, on n'a pas à le changer. Mais la prédation, on peut facilement se mettre d'accord que ça existe. Pourtant, est-ce que c'est souhaitable? En tout cas, c'est pas souhaitable pour les individus qui se font manger, quoi. Parce que se faire bouffer par un prédateur, je pense que voilà, ça doit être assez atroce. Et attention, il ne faut pas faire le pas tout de suite. Est-ce qu'on pourrait changer ça? Je ne sais pas. Mais avant même de dire est-ce qu'on pourrait le changer, il faudrait déjà admettre que oui, c'est un problème. C'est-à-dire que si on pouvait le changer en étant sûr que ça ait des conséquences positives, pourquoi ne pas le faire? C'est-à-dire que si on a le choix entre voilà, qu'il y a des animaux qui se fassent bouffer de manière assez violente ou pas le faire, bon, s'il n'y a pas de conséquences négatives qui sortent de ça, peut-être que l'option où il n'y a pas une proie qui se fait dévorer vivante, c'est peut-être un peu mieux. Ce qui ne veut pas dire qu'actuellement on peut le changer. Voilà, on en est aussi là à faire peut-être accepter l'idée qu'il ne faudrait pas être réfractaire en soi au changement. Et notamment là, j'ai mis donc l'image d'un loup, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a la question souvent de la réintroduction des loups. Moi, je ne suis pas tranché sur cette question, je ne connais pas assez le sujet. Ce que je pense là-dessus, c'est qu'en tout cas, il ne faudrait pas penser que c'est une bonne chose par principe. Si ça se trouve, c'est une bonne chose, les conséquences, tout ça, quelles sont les conséquences indirectes ou quoi, moi je ne connais pas, j'en sais rien. Par contre, ce qui me pose problème, ça va être si on considère que c'est une bonne chose par principe, c'est leur place, ils étaient là avant, donc c'est bien qu'ils y soient. Peut-être pas, parce que si on n'est pas sûr qu'il y ait des conséquences positives qui émergent de ça, est-ce que c'est une bonne idée de mettre des machines à tuer dans la nature qui vont prédater d'autres animaux? Peut-être pas. En tout cas, la question se pose. Voilà, je pense qu'il faut au moins se poser la question et ne pas la trancher en se disant mais c'est n'importe quoi, c'est normal, c'est naturel, il y a toujours eu de la prédation partout, on ne va pas enlever ça. Peut-être que ça serait pas si mal si on pouvait la réduire. En tout cas, avant d'aller sur des sujets très complexes où on ne sait pas si on pouvait, où on pourrait réduire ça, on peut prendre l'exemple des chats. Alors peut-être que ça ne va pas plaire à beaucoup de monde, mais il se trouve qu'un des prédateurs sur lesquels on a pas mal de marge de manœuvre, disons, sans conséquences indirectes, c'est par exemple on a des chats dans nos sociétés qui déchiquetent des animaux. Si on peut se débrouiller pour que ces chats ne déchiquetent pas les animaux, c'est peut-être un peu mieux par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences indirectes en cascade de je ne sais quoi où ça va nuire à des individus au final. Si votre chat il ne déchique pas l'oiseau qu'il avait sous la main, bon, a priori c'est en tout point mieux pour cet oiseau. Voilà. Et ensuite, bon, il y a souvent aussi toute la question aussi dans la prédation, si on va encore plus loin sur, ouais, typiquement le lion mange la gazelle. Souvent, c'est c'est l'argument que sortent les gens pour un peu décrédibiliser l'antispécisme ou le véganisme, de dire ah mais regardez, le lion il mange la gazelle. Donc déjà, évidemment que c'est fallacieux parce que le fait que les lions le fassent, ça veut pas dire qu'il faut le faire. Mais surtout qu'on pourrait se dire mais c'est un problème en soi en fait. Oui, le fait que le lion mange la gazelle, c'est pas très cool pour la gazelle. Après, est-ce qu'on peut interagir pour? Peut-être pas. Peut-être qu'on peut rien faire pour cette situation qui améliorerait les choses. Mais si on pouvait le faire, ça serait dommage d'éjecter la question. Je précise bien que je ne pense pas actuellement qu'on puisse faire quoi que ce soit sur cette question. Mais il faut juste ne pas évacuer la question. Du coup, j'en profite pour parler effectivement de la question des animaux de compagnie aussi. Bon, c'est un peu touchy, mais de manière générale, je pense que si on peut les nourrir de manière non produits animaux, c'est un peu mieux aussi. Et je pense là où il y a ici quand même une idée aussi de c'est naturel aussi que on se dit c'est des carnivores, ils doivent manger des animaux. Bon, peut-être que c'est le cas, sans même trancher le sujet factuel. Mais si on peut faire autrement et que ça évite de nuire à des individus, peut-être que c'est mieux. Qu'est-ce que ça implique sur les animaux? Tout ce qu'on vient de dire aussi, c'est au niveau des conséquences environnementales, on a souvent tendance à parler de l'élevage, de l'exploitation animale, comme on parle de les conséquences qu'ont par exemple l'élevage sur la dégradation de l'environnement, et peut-être qu'on parle pas assez des conséquences de la dégradation environnementale sur les animaux en fait, parce que ça en a sur nous, mais aussi pour les animaux. Du coup, en fait, l'exploitation animale, elle est problématique en soi, mais elle est problématique aussi pour les dégradations environnementales qui
auront des conséquences sur les animaux. Donc les animaux, ils sont impactés par l'élevage et par l'impact environnemental de l'élevage, quoi. Je fais un petit point, alors c'est le contexte qui m'a fait, j'avais pas prévu ce passage, mais je pense que le contexte fait que ça, on fait un petit point sur l'écologie d'extrême droite. Alors, déjà, on pourrait se demander, est-ce que ce terme a du sens? Ça serait une bonne question parce que actuellement, l'extrême droite n'est pas écolo. Mais le mot, on va le voir ensuite, c'est que le terme écophagisme, donc il y a notamment Antoine Dubiot qui a écrit un livre là-dessus et qui en parle, donc j'encourage à aller voir ce qu'il fait. Donc actuellement, l'extrême droite, comment elle est en France, on est très loin d'un écofascisme parce qu'on n'est pas sur l'écologie. Mais si jamais, j'espère pas, mais que l'extrême droite progresse, peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait voir venir, je sais pas, donc on peut faire un point là-dessus. En tout cas, l'extrême droite actuellement, quand elle parle d'écologie, il y a notamment des biais de cadrage, donc ça peut être intéressant à avoir en tête pour désamorcer certains discours. Par exemple, il peut y avoir une certaine minimisation de notre impact, où on va dire, souvent on va rejeter la faute sur certaines autres populations, notamment la surpopulation, on va dire, on va pas prendre en compte qui consomme quoi ou la quantité, on va juste dire, mais c'est un problème de surpopulation, voilà, c'est les pays en développement qui font trop d'enfants et qui se développent trop, voilà, bon. Et surtout, on va pas regarder le fait que bah, nous, il y a certains les pays occidentaux en plus développés en polluant, mais voilà, et du coup, on va reprocher aux pays qui vont bah, prendre la même trajectoire maintenant. Il y a un côté un peu d'injustice sociale qui est problématique, et je pense qu'à l'inverse, loin de ça, c'est que pour une écologie sentientiste qui veut vraiment le bien de tous les individus, je ne l'ai pas précisé, mais quand on parle de sentience, c'est bien tous les individus sentients, donc c'est pas que les animaux non humains, c'est aussi les humains. Donc une écologie sentientiste, elle doit être forcément contre l'extrême droite, elle doit être antiraciste, elle doit être féministe, elle doit prendre en compte les luttes sociales, forcément, sinon elle n'est pas cohérente. Voilà, le sentientisme, c'est pas juste la cause animale. Pour en venir du coup à vraiment un écofascisme, parce que là, les points qu'on vient de voir, c'est pas vraiment de l'écologie, quoi, c'est plus de la manière de se déresponsabiliser et de ne pas faire l'écologie. Mais vraiment, une écologie d'extrême droite, le mot peut avoir du sens pour définir par exemple une écologie qui va vraiment chercher à réduire l'impact environnemental, mais on va surtout se questionner sur l'impact vis-à-vis de certains groupes. Donc, bah, forcément, ça peut être sur certains pays, sur certaines nationalités ou sur certains, voilà, ou par exemple que sur les blancs. Voilà, ça peut être en tout cas quelque chose d'assez excluant où on va regarder juste les conséquences sur certains et les conséquences sur d'autres. Ça nous intéresse un peu moins. L'écologie d'extrême droite, elle a ce côté aussi assez conservatrice et du coup un rejet de la modernité qui peut poser problème dans le sens où c'est-à-dire qu'en fait, on va voir un peu une espèce d'idéalisation du passé ou de ouais, romantiser comme c'était avant, un truc un peu plus traditionnel, où on va refuser tout ce qui est progrès. Et voilà, ce côté anti-moderne, anti-progrès fait que bah, même s'il y a des solutions positives, on va être en rejet de ça. Le problème de ça, c'est qu'on va être du coup des fois en rejet de certaines choses qui pourraient être positives. Là où le discours que j'essaie d'avoir depuis le début, c'est en fait de ne pas être contre par exemple des nouveautés par principe, ce qui ne veut pas dire que tout ce qui est nouveau est bien, mais juste faut être ouvert à ce que, pour moi c'est ça un peu la différence entre le progressisme et le conservatisme, c'est que de ne pas être attaché à juste des choses, bah, c'est telles qu'elles sont, ou on a toujours fait comme ça, donc il faut que ça perdure comme ça. Bah, si on peut avoir des nouveautés qui soient mieux, bon, ben, autant prendre ces nouveautés. Faut poser l'important, c'est surtout les conséquences, donc les conséquences sur les individus sentients, et pas le fait qu'on ait toujours fait comme ça ou qu'on aime bien que ça se passe comme ça. Voilà, et du coup, bon, je reprends là les mots un peu d'Antoine Dubiot, qui est du coup cette idée qu'on retrouve dans les écologies d'extrême droite, de retour à la nature, à des sociétés assez traditionnelles, un peu autarciques, en repli sur soi, quoi, et avec un modèle un peu patriarcal. Un point important qui va rejoindre le truc de nature, c'est que souvent, alors ça va pas être forcément évident à expliquer, mais c'est ce qu'on appelle la naturalisation des oppressions, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les inégalités. Si on voit les choses, par exemple, il y a toutes les oppressions, en fait, elles ont une composante forcément qui est sociale, c'est une composante structurelle. C'est le contexte social fait qu'il y a certains rapports sociaux, ça pourrait être différent. Et souvent, dans les visions très ouais, naturalisées, très pro-inégalité, on va dire, qu'on retrouve beaucoup à l'extrême droite, ça va être de dire bah, les inégalités, en fait, elles sont naturelles, elles sont comme ça, et c'est normal, et en fait, on les légitime. On va se dire, par exemple, sur les animaux, on pourrait dire bah, il y a une différence naturelle entre les hommes et les animaux, donc c'est normal, c'est comme ça, on ne peut pas changer ça. Donc, voilà, on peut dire entre les hommes et les femmes, il y a des différences, il y a des inégalités, on ne peut pas bouger ça, c'est juste normal, c'est la nature. Et du coup, ça va être ce truc de passer sous silence toutes les différences culturelles ou toutes les différences qui peuvent être dues à un contexte social, et on va essayer de tout réduire ça à du biologique, et surtout pour, avec toujours cette idée de faire en sorte de ne pas changer les choses, quoi. C'est toujours avec cette idée de vouloir conserver un certain statu quo. Donc ma conclusion, je vous encourage donc à revendiquer une écologie sentientiste. Donc quand vous entendez par exemple des discours comme tout ce qui est écosystème, tout ça, ou la préservation de la biodiversité, tout ça, donc évidemment ça peut être une bonne chose de préserver la biodiversité, mais il faut toujours avoir en tête que bah, ça peut être une bonne chose parce que ça bénéficie aux individus sentients, humains et non humains. Quand on entend aussi les termes de vivant qui est très très présent dans l'écologie, est-ce que vraiment faut vraiment mettre en avant ce terme de vivant? Bah, peut-être pas. Ouais. Je vous encourage du coup à déconstruire tout ce qui est les idées essentialistes un peu mystiques autour voilà, de ce qu'on a vu, les idées de la nature ou l'idée qu'il y aurait une espèce de sens de la vie ou un but des espèces. Bon, a priori, il n'y a pas de but particulier, il y a juste des individus qui ont des intérêts et qui peuvent souffrir ou avoir des ressentis positifs.
Et je vous encourage du coup à avoir voilà, une écologie progressiste, qui soit vraiment ouverte à des nouveautés, même des trucs très contre-intuitifs, quoi. Et surtout, voilà, de ne pas être dans un côté réactionnaire où on a toujours fait comme ça, où quelque chose nous paraît un peu étrange ou idiot. Mais comme voilà, typiquement la question de la prédation, je pense c'est un bon exemple. Ces trucs qui nous paraissent un peu peut-être au premier abord étranges, mais en fait, bah, si on peut avoir quelque chose, une nouvelle idée qui peut être a priori en tout point bénéfique pour des individus, bah, je pense qu'il faut éviter d'être contre par principe, quoi, et vraiment de faire un calcul, en fait, d'estimer les conséquences. Est-ce que les propositions qui sont faites, est-ce qu'elles ont des conséquences positives ou pas? Bon, vu le contexte, je vais quand même parler d'extrême droite. Je pense que voilà, si on veut une écologie sentientiste et de manière générale, donc si on veut le bien des individus sentients, humains et non humains, vu le contexte, je vous encourage donc à lutter contre l'extrême droite, puisque l'extrême droite est désastreuse pour tous les individus sentients. Elle est désastreuse sur les questions environnementales, avec un projet écologique catastrophique, mais aussi désastreuse directement sur la vie des individus sentients, donc sur la cause animale où c'est catastrophique, et aussi bien sur les luttes humaines. Je vous encourage à soutenir le Front populaire, de la même manière que je vous dirais que je pense que c'est mieux d'être vegan, je pense que c'est mieux de soutenir le Front populaire. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Je vous les sources de la conférence. Ouais. Vous pouvez retrouver les sources sur ce lien. Un petit remerciement au passage à Réfuté, donc, qui fera la conférence juste après, qui est une super conférence sur les espèces que je vous encourage à aller voir. Voilà, Réfuté, je la nomme notamment parce qu'elle m'a aidé à faire les diapos, donc merci à elle. Voilà, je vous remets les liens des sources. Et voilà, et à vous pour les questions. Pour les questions, si vous voulez venir devant pour poser la question au micro. Bah déjà, merci pour la conférence, c'était très intéressant. En écoutant la conférence, ça m'a fait penser aussi, en Belgique, je crois, où il y a une loi qui a été optée pour interdire l'accouplement en fait, des certaines espèces de races de chiens, comme les bulldogs, pour éviter que en fait, les chiens aient des caractéristiques qui vont les faire souffrir, comme un nez écrasé ou comme les Shar-Pei qui ont des plis de peau qui vont pourrir. Et je me dis, effectivement, ça part d'un souci, en fait, effectivement, sentient pour que les races de chiens, enfin, les chiens puissent être voilà, en bonne santé et puissent ne pas souffrir des caractéristiques que nous, les hommes, on veut qu'ils aient. Mais je me dis, est-ce que c'est pas quand même spéciste? Parce que dans votre définition, il y a aussi ce sens de domination. Et du coup, c'est vrai que ça passe par la stérilisation des chiens. Donc, ouais, je voulais savoir, vous, du côté du coup normatif, Ouais. du coup. Ouais. Je pense que tu fais très bien d'aller sur ce terrain. C'est vrai que ce truc de on crée des si on est vraiment dans cette idée qu'il faudrait maximiser la biodiversité, on pourrait se dire, «Bon, ben, ils sont là, on va quand même pas les faire disparaître», comme si, il y aura, on va dire, quelques chiens qui existent, comme si le fait que ces futurs chiens ont de variétés différentes ou de races différentes, comme si ça impliquait quelque chose. Mais en fait, si les futurs chiens ne sont pas des bulldogs, c'est-à-dire s'il y a plus de bulldogs, ça n'a pas nui aux bulldogs en soi, ça fait pas trop sens. Donc effectivement, s'il y a des individus comme ça qui ont une physiologie qui sont nuisibles pour elles-mêmes, c'est peut-être pas effectivement terrible de continuer à les faire reproduire. Et c'est pas un problème. Souvent, on va tendance à dire ouais, c'est horrible pour les bulldogs. Ou c'est un peu pareil avec je pense là où le parallèle pourrait être aussi intéressant, c'est avec les animaux d'élevage où on se dit ah mais on va les faire disparaître, comme si il y avait une importance à ce que l'espèce, ou la race, ou en tout cas cette variété spécifique, ou cet ensemble d'individus, comme si ça allait être un problème qu'ils disparaissent. Et on dit il comme si c'était en fait, on parle pas des individus, on parle de ce truc un peu étrange c'est l'espèce, comme si s'il y a quelques individus, ça va, mais s'il y a plus du tout de ces individus de ce groupe, si le groupe disparaît, c'est dommage pour eux. Et ça fait pas trop sens en fait, ça. Je sais pas si c'est très clair. Je pense que c'est pas forcément facile à se représenter parce que c'est justement très flou, je pense. Et par exemple, oui, il y a des espèces qu'on a fait pardon, pas des espèces, des races, des variétés, notamment dans les élevages où on fait des individus qui sont de plus en plus gros, qui peuvent à peine marcher des fois. Bah, si ces individus disparaissent, bon, bah, c'est peut-être mieux en fait pour eux. Et si jamais on tient, si on est parce que si on voulait être très honnête, on se dirait, parce que les gens qui défendent en général les élevages, c'est vraiment pour l'intérêt des animaux, mais si on était dans un truc très honnête, on se dirait, mais si on veut maximiser le nombre d'individus parce qu'on veut maximiser le bonheur, ben, tant qu'à faire naître des individus, ben, plutôt que faire naître des individus qui sont une physiologie qui font qu'ils souffrent, bah, autant qu'il y ait d'autres individus. Donc pour les bulldogs, effectivement, je pense que c'est mieux de faire de la stérilisation. Ça me paraît assez difficile à défendre la non-stérilisation, même si je comprends l'idée, mais ouais, il y a un côté un peu, ouais, on fait un peu le choix pour eux, mais je pense quand même que c'est un choix qui peut se défendre dans le sens où, vu les conséquences que ça aura sur la descendance, c'est un cas là où ça permet quand même d'être pour le bien des individus. Je pense aux chats qui se reproduisent de manière quand même énorme, quoi, le taux de reproduction. Donc quand on ne les stérilise pas, le fait qu'ils se reproduisent encore et encore, c'est dramatique pour eux.